Dossier de presse. Article écrit par Nelly Aquilina, intitulé René Guénon, paru dans la Bourse égyptienne le mercredi 8 février 1950. Sous une photo illustrative, au pied de ces minarets dans le quartier des Lazars, un philosophe regarde le monde à travers des moucharabiais. Illustre à Paris et à Genève pour ses essais philosophiques, s'est converti à l'islamisme et poursuit ses travaux au Caire, où personne n'a pu percer le mystère de sa solitude. En plein cœur de l'Égypte, un philosophe français vit caché depuis 20 ans, alors que ses écrits ont défrayé les chroniques parisiennes et genevoises. René Guénon, converti à l'islamisme et vivant selon les traditions musulmanes, continue à s'entourer au Caire d'un rempart infranchissable, et nul ne peut se vanter de pouvoir jeter quelque lumière sur le lieu de sa retraite. Un seul détail certain, René Guénon habite dans le quartier qui porte le nom de l'université religieuse qui s'y trouve, le quartier de Lazare, vieux quartier qui garde le cachet du Caire ancien, avec ses ruelles étroites et montantes, ses groupes de maisons basses au style oriental. Cloison étanche du secret bien gardé, barreau hermétique de la discrétion de ses proches qui gardent le silence. Ses éditeurs parisiens reçoivent ses instructions par des intermédiaires. Ses correspondants lui répondent à l'adresse d'un de ses amis du Caire et défense leur est faite de divulguer cette adresse. Tous les journalistes égyptiens, tant pour la presse française que pour la presse arabe, ont essayé de pénétrer chez René Guénon. Échec à chaque tentative. Le quartier de Lazare a été battu dans tous les sens. Dans les cafés qu'on y rencontre, ont défilé les journalistes qui, avec le sourire, la colère, la persuasion, n'ont pu rien obtenir des cafetiers et des restaurateurs. De nombreux journalistes étrangers ont tenté également leur chance. On a vu des Français, des Suisses, des Anglais user de ruses de sioux pour obtenir quelques détails inédits sur la vie de René Guénon. Ils n'ont pu récolter que quelques renseignements vagues. Un secret bien gardé. Ce qu'on sait de René Guénon tient en quelques mots. Il s'est installé au Caire en 1928. Dès son jeune âge, il s'était intéressé aux questions orientales. Converti à l'islamisme, il tient à vivre comme un pur, réglant son existence selon les principes du Coran et les coutumes ancestrales que les musulmans convaincus respectent depuis Mahomet. Il est pourtant une personne qui pourrait jeter quelques lumières sur la retraite de René Guénon. C'est le professeur Massillon, orientaliste de renom dont les cours au Collège de France ont toujours attiré les fins lettrés. Mais le professeur Massillon observe la consigne avec une fidélité désarmante. Il n'a jamais rien révélé sur les activités de son ami. Il reste le confident discret que tous les arguments des journalistes n'ont pu ébranler. Présence parisienne. À Paris, cependant, le nom de René Guénon reste toujours présent. Aux réunions de l'Université des Annales, au Club du Faubourg, dans tous les grands cercles littéraires, René Guénon, le philosophe mystérieux, intrigue tous les lettrés. Que de fois, lors de mon séjour en France, me suis-je entendu demander « Pourriez-vous nous renseigner sur la demeure de René Guénon, sur ses projets, sur ses nouveaux écrits ?» Autant de questions qui me laissent confuse de mon ignorance. De retour en Égypte, j'ai essayé par tous les moyens d'obtenir quelques détails sur la vie du grand philosophe. À travers les ruelles du quartier de Lazare, j'ai essayé moi aussi de percer le mystère dont s'entoure le grand penseur. Des dalles qui m'ont mené de maison en maison, partout où les moucharabiais attirent les regards. Derrière laquelle de ces fenêtres se trouve Guénon? Je coudoie des Azraïtes, des Hazaristes, aux cafetans et turbans. Je les interroge au hasard des circonstances. Avec un sourire bienveillant, ils hochent la tête dans un signe d'ignorance. Mais je crois lire dans leurs yeux un peu de malice. Ils commencent une phrase et s'interrompent aussitôt, ne faisant paraître que leur admiration pour le grand français. René Guénon porte-t-il le costume des ulémas hazaristes? Pavé glissant,
parcours tortueuse, je continue mes recherches. Je pénètre dans certains immeubles aux portes basses, aux couloirs obscurs. Je demande à de nombreux locataires de m'indiquer quelques indices qui faciliteraient ma tâche. Hospitalité tout orientale, ils me reçoivent avec autant d'amabilité que de compréhension, mais la plupart ne savent rien. Cafetiers, boutiquiers, marchands ambulants, colporteurs, les uns se méfient, les autres ignorent ce que je leur demande. Un cafetier pourtant m'affirme qu'il pense avoir eu l'honneur quelquefois de servir le penseur. Il parlait parfaitement la langue arabe, me dit-il, mais je le vis parfois griffonner, après quelques instants de méditation, des notes en français. Il s'aperçut sans doute de mon air intrigué, car je ne le revis plus. Coïncidence ? Comment savoir ? Il est difficile de renoncer à la lutte. Je dus pourtant me rendre. René Guénon continua à hanter de son mystère les esprits des intellectuels. Peut-être vaut-il mieux respecter sa volonté de vivre loin de la société ? Car ce qu'il a voulu fuir en quittant l'Europe, n'est-ce pas sans doute cette vie trop moderne dont il s'est justement plaint ? L'Occident l'a déçu par sa vie trop trépidante qui ne laisse plus de place à la pensée profonde, à la méditation. Le siècle du machinisme ne pouvait offrir en Europe à René Guénon l'atmosphère propice à la réalisation de son œuvre, à l'épanouissement de ses idées philosophiques. Dans son ouvrage récemment intitulé « La crise du monde moderne », René Guénon reprend cette discussion qui a donné lieu à tant d'écrits et qui a trait à la confusion qui règne en ce moment dans la vie des peuples. Mais il la reprend du point de vue qui lui est cher. Il montre que cette crise a pour origine l'évolution constante de la science traditionnelle, qui aboutit en quelque sorte à une répartition des connaissances. La science première avait pour fondement les principes de la nature, alors que chaque branche de notre science moderne ne constitue qu'une spécialisation et n'apporte qu'une connaissance de détail. C'est ainsi que l'astrologie a fait place à l'astronomie, l'alchimie à la chimie. Personnalité d'Orient et d'Occident. René Guénon déplore cet acharnement vers un progrès qui annihile par certains côtés la personnalité humaine. Il continue, dans sa retraite, à exprimer avec force le résultat de ses méditations. Ce qui a dû attirer René Guénon vers l'Égypte, c'est justement la mystique des orientaux et leur ésotérisme. On peut se demander cependant comment un occidental peut, sans heurte, adopter la civilisation orientale, d'essence tellement différente de la civilisation européenne. Il y a d'abord l'attirance spéciale de René Guénon vers cette forme de vie, où la mystique continue plus qu'en Europe à jouer son rôle. En même temps que cette passion secrète, il y a la volonté et la contrainte de l'homme qui sait penser et qui a fait son choix. Nul doute que René Guénon soit heureux de la vie qu'il s'est choisie. Prête-t-il attention à l'intérêt qu'il a suscité un peu partout dans le monde intellectuel ? Sait-il que Lausanne compte la société René Guénon ? A-t-il appris qu'on parle de lui dans les salons de Paris ? Sans doute en a-t-il des échos, mais qui le laissent indifférent. Il poursuit ses études dans le calme et la méditation. Les honneurs, les interviews, pense-t-il, le distrairaient du but qu'il s'est assigné. Il a le grand mérite d'avoir toujours refusé les attributs humains de la gloire, afin d'apporter à son œuvre toute la pureté et la sincérité de sa pensée.